Coucou Louise. Salut. Bon, ravie de te recevoir aujourd'hui ici sur ce live. Mais Et bravo pour tes jolies pièces. Franchement, elles sont vraiment top. merci, ça fait plaisir, merci. Et merci de m'inviter, ça me fait plaisir de participer. J'avais vu plusieurs de tes lives et du coup, ça fait plaisir d'en être cette fois-ci. Bah ouais, c'est clair. Attends, tu vas nous partager ton parcours. J'ai vu que t'es partie en Chine et tout. Attends, il faut que tu nous partages un petit peu tout ça. Donc déjà, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler, là j'ai vu que tu avais fait l'école du Perret, c'est une école d'art, mais pas forcément spécialisée dans la céramique. Est-ce que tu peux nous partager comment est-ce que tu en es venu la céramique et qu'est-ce que tu as apporté aussi à cette école? Alors, j'ai eu la chance de rentrer dans cette école-là du Perret, qui est en effet pas une école spécialisée en céramique, mais plutôt en mode. Et il y a pas mal de sections mode. Et il s'avère qu'ils ont un four à bois, en fait. Il y a des Paris. euh, ouais, ils ont des ateliers de céramique. Euh, et en fait, à la fin, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, qu'en fait, il y avait une production de céramique là-bas. C'était pas une école, c'était vraiment une production. Il y avait un four à bois, etc. Et maintenant, il s'avère qu'ils ont refait une école dans ce lieu-là. Et donc, il y a une section céramique. Euh, et donc, pour répondre à ta question, en gros, j'ai fait plusieurs écoles, plusieurs études d'art. Je suis passée par un bac art appliqué, puis une licence d'art plastique. Et ce qui m'a donné envie d'aller vers la céramique, c'est vraiment l'envie de faire de l'artisanat d'abord. J'hésitais beaucoup entre le verre et la céramique. Et puis, je crois que l'école aussi me faisait envie, honnêtement. Le fait qu'il y ait plein de sections un peu différentes. Et puis, donc, j'ai postulé pour pouvoir entrer dans cette école. Et du coup, j'ai pu après suivre le DMA qui est maintenant en 3 ans, mais qui à l'époque était en 2 ans. J'ai pu rentrer dans cette école qui, donc maintenant, comme je disais, est en 3 ans. À l'époque, c'était en 2 ans. Et donc, voilà, tout simplement. Mais en fait, ce qui m'a donné vraiment envie de faire de la céramique, c'est durant la licence d'art plastique, on avait des cours d'histoire de l'art antique et on a étudié pas mal de pots issus de la Grèce antique. Et en fait, je savais. En fait, il y avait des histoires de cuisson. On nous parlait d'histoires de cuisson et j'arrivais pas à comprendre comment c'était fait. Et du coup, tu vois, après ça, je me suis pas mal renseignée sur pourquoi on cuit, à quel moment on dessine sur les pièces, parce que il y a Les dessins noirs, les dessins qui étaient faits les dessins noirs de Grèce antique, ouais, sur les amphores notamment, quoi. on appelle les figures rouges ou les figures noires. Et ce côté dessin, puis c'était très précis. Alors vraiment, je me disais, mais comment c'est possible? Et au fur et à mesure de chercher des informations sur ces pièces-là, je crois que c'est ça qui m'a donné envie. Et ce qui m'a le plus donné envie, c'est le fait d'associer des objets du quotidien. Donc avec cette utilisation quotidienne et de voir l'art rentrer dans notre quotidien et de voir qu'on peut aussi en faire des œuvres d'art parce qu'il y a de l'illustration dessus. Enfin, en tout cas, moi, cette période-là, j'avais cette vision des choses aussi où les pièces, en fait, elles étaient en volume. Et donc, tu sortais du tableau, durant la licence d'art plastique, où on étudiait quand même beaucoup de tableaux. Et là, tout d'un coup, on est arrivé à de la poterie où ça prenait forme, ça prenait du volume. Et je sais pas, en fait, le fait de tourner les objets, de tourner les amphores pour lire une histoire, vraiment, je sais pas, ça m'a complètement... Voilà. Et au final, tu continues un peu ce principe. Toi, sur tes bols, en fait, on récupère tes bols et on lit tes histoires, quoi. On prend. Ouais. Ouais, je suis revenue un peu à l'illustration du coup après quand je me suis lancée. Mais alors c'est marrant parce que, enfin c'est marrant. Quand j'ai été à l'école, d'ailleurs j'ai partagé cette promotion oh là, avec Juliette Vivien et il y a Hugo Sabi aussi qui était dans ma classe. Enfin voilà, c'est marrant de faire des petites connexions comme ça, dont j'aime beaucoup. Enfin j'aime beaucoup leur taf en plus. Et bref, et durant mon diplôme, en fait, je j'ai pas du tout dessiné. Enfin, on avait forcément des cours de dessin, etc. Mais vis-à-vis de la céramique, j'ai pas fait de dessin sur céramique. Et mon diplôme, il a traité de complètement autre chose. Mais je travaillais déjà la porcelaine. Pour mon diplôme, j'ai présenté uniquement des pièces en porcelaine. Et donc, j'ai gardé un peu ce truc-là, quoi. Et c'est ce que j'ai vu. Ouais, au niveau de la terre,
toi, tu as choisi d'utiliser la porcelaine. C'est arrivé directement dès ton étude. T'as jamais voulu remettre ça en cause parce qu'en plus, tu vois, si t'es attiré par le feu à bois, enfin par les fours à bois, euh, voilà. Pourquoi la porcelaine? Ben, en fait, c'est venu en 2 temps. Déjà, durant les études, on était quand même invités à utiliser pas mal de terre et la porcelaine, il y avait un peu quelque chose de, on commence pas par la porcelaine, il faut d'abord faire des pièces en grès, des pièces en faïence, et cetera, et si on fait des pièces en porcelaine, c'est pour un projet particulier, et cetera. Fallait beaucoup justifier, en fait, l'utilisation. Il fallait beaucoup justifier en fait l'utilisation de la porcelaine aussi par son prix qui est différent. Euh, et donc en fait je sais pas, ça m'attirait quoi, ce côté L'interdiction, quoi. L'interdiction de s'attirer. du coup il y avait quelque chose de noble quoi, et puis elle était très capricieuse parce que elle se défend beaucoup à la cuisson, tout ça, donc je crois que moi j'avais un petit peu lié la porcelaine à vraiment une maîtrise de la céramique. Et donc, je crois que je me sentais peut-être plus légitime à ce moment-là d'être céramiste, de faire des pièces en porcelaine. Et du coup, je sais pas, je crois qu'en termes de légitimité, j'arrivais un peu à me rassurer en me disant non, mais je fais de la porcelaine. Donc, voilà. Et puis, je trouve que c'est une terre qu'on utilisait un petit peu moins. Donc, je crois que ça me plaisait aussi de travailler une terre qui est pas facile d'utilisation, quoi. Voilà. Et puis, ouais. Et puis bon, après, durant pour mon sujet de diplôme traitait de l'Antarctique. Et donc, la blancheur de la porcelaine était vraiment, était vraiment hyper, adaptée, quoi, à l'utilisation. Enfin, l'utilisation de la porcelaine était adaptée au sujet, quoi. Donc, voilà. Mais par contre, enfin, pour un petit peu détailler, quand je suis revenue, du coup, quand je me suis lancée, quand j'ai commencé à faire des pièces pour les vendre, j'ai commencé par faire des pièces en grès blanc. Et en fait, je savais pas trop où est-ce que j'allais. Je faisais beaucoup de tournages à ce moment-là. Et la porcelaine me faisait un peu peur. Parce que du coup, il y a vraiment un fossé. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Il y a un fossé énorme entre faire des pièces pour son diplôme. En plus, là, c'était un diplôme, c'était un DMA à Duperret. Donc, on nous invitait plutôt à être auteur céramiste que potier. Et du coup, j'étais pas habituée à faire des pièces, à faire de la série. Et donc, quand je me suis lancée, je me suis dit, il va falloir faire de la série, il va falloir dépoter. Et la porcelaine, c'est pas adapté à ça parce que trop de casse. Donc, j'avais mis la porcelaine un peu de côté. J'étais revenue à du grès blanc. Et puis, en fait, ça m'a ennuyée, quoi. Enfin, le grès blanc m'a vraiment ennuyée. Et je me suis dit, bon, bah, quitte à prendre plus de risques, quitte à avoir plus de faire face plus aux échecs de la porcelaine. Bon, et puis ça coûte plus cher, etc. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, tente quand même de faire des pièces en porcelaine parce que ça me fait kiffer et que c'est quand même un métier passion, il faut quand même se faire kiffer. C'est important, tu vois. Et ça, si tu fais de la céramique, Ouais, tu dois aimer ce que tu fais. exactement. Et du coup, je suis revenue à la porcelaine parce que j'aime cette terre, quoi. Enfin, ça, après, c'est vraiment les goûts et les couleurs, comme on dit. Et tu tournes toujours tes pièces? Non, pas du tout. Ça aussi, ça a été un peu comment dire, ça a été un vrai questionnement dans ma pratique, puisque quand j'ai commencé la céramique à Duperret, assez vite, je me suis mise au tournage. Pareil, je crois qu'il y a vraiment cette idée de légitimité, tu vois, tu te dire ah, on est entre guillemets un vrai céramiste quand on fait du tournage. Et il y avait côté maîtrise. Enfin, je crois que moi j'avais besoin de me rassurer aussi à ce moment-là, de me dire non mais j'arrive à faire du tournage, donc enfin voilà. Et puis après, je suis partie en Chine pour faire vraiment que du tournage. Ils avaient une salle de tours avec des tours et on avait accès libre à ces salles-là. Donc je me suis beaucoup beaucoup entraînée. Et en revenant, je me suis installée en tant que céramiste. J'ai acheté un tour, et j'ai commencé à faire du tournage et ça m'a angoissée en fait. Le fait d'être toute la journée sur ce truc-là qui tourne, et comme je disais tout à l'heure, il y a un vrai entre les études, un peu, on va dire, proposer des choses, être à se sentir un peu auteur céramiste, voilà, et puis la réalité du métier
à faire des pièces et à essayer de les vendre, il y a un vrai fossé. Et là, je me suis confrontée à cette réalité-là, de devoir faire des pièces, à en faire beaucoup et essayer d'être rapide. Et du coup, ça m'a complètement, enfin, ça m'a lassé en fait le tour. Et puis, ça demande une exigence et une rigueur qui en fait est pas dans mon caractère, quoi. Et donc j'ai lâché le tournage parce que je me suis dit en fait pour faire des pièces en tournage avec le tour, faut être très rigoureuse, surtout avec la porcelaine. Et moi ça va si je prends mon temps, mais si j'ai pas mon temps, en fait ça va pas le faire. Et du coup j'ai arrêté complètement le tournage et je suis revenue à la première technique en fait que j'ai pu apprendre à l'école, à savoir la technique du pot pincé. Bon, bah, tu vois, voilà, bah, c'est un super cheminement. Tu vois que c'est comme dans la vie. Tu vois, il y a des caps, il y a des évolutions, il y a des chemins que tu prends. Ouais, et puis je crois que ce tournage, enfin, cette histoire de tournage, ça m'avait beaucoup rassurée, tu vois. En fait, quand je me suis quand je suis sortie des études, je me suis dit bon, je vais faire du tournage. En fait, je m'étais mis un peu en tête une espèce de route, tu vois, en me disant je vais faire du tournage, je vais faire des pièces comme ci comme ça. Je sais pas, je m'étais dessiné un peu un truc pour me rassurer dans le lancement de l'entreprise qui est pas qui peut foutre un peu le vertige, quoi. Puis en fait, ça m'a pas plu et du coup, je trouve que c'est important aussi. Enfin, tu vois, ça revient un petit peu à, ouais, à cette idée de quand on se lance, de se dire, il faut accueillir les changements. C'est pas grave s'il y a des trucs qu'on change, c'est pas grave si en fait on s'était mis une idée en tête et qu'en fait il faut s'adapter à nos besoins qui sont un peu différents, c'est pas grave, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, tu es content de ta pratique de la céramique? Tu as trouvé un équilibre qui te plaît? Ouais, mais ça, franchement, c'est une sacrée chance, parce que, je fais à la fois des pièces qui esthétiquement, me plaisent, et j'aime les faire. Parce que pareil, ça, c'est vraiment un vrai truc, je trouve, entre faire des choses au moment du modelage, peu importe le processus, il faut qu'il nous plaise, mais il faut aussi que les pièces qui en résultent nous plaisent aussi, quoi. Et parfois, c'est pas évident, en fait, de trouver, l'alliance des 2. Et enfin, en tout cas, aujourd'hui, ouais, j'aime bien mes pièces et puis j'aime bien les faire. Et en plus, tu as un style qui est vraiment marqué. Tu vois, le fait de décorer avec le crayon oxyde et d'avoir en fait cette pâte. Et donc ça, tu vois, c'est tout gagné. En fait, on sait quand on a une pièce de Louise Ferchaud que c'est de Louise Ferchaud, quoi. C'est Heu, Ça, je crois que c'est vraiment le crayon à oxyde qui a fait ça. Quand j'ai commencé en 2019, en fait, il y a eu un vrai, je crois que c'est après le Covid aussi, qui a fait qu'il y a pas mal de céramistes qui se sont lancés et qu'en fait, j'ai l'impression, alors ça fait longtemps que ce crayon-là, il existe, mais j'ai l'impression qu'il a vraiment popé à cette période-là en 2020 et que du coup, j'ai pu en fait tout de suite, bah, créer un, comment je pourrais dire, ouais, faire une marque, quoi, me faire une espèce de charte graphique, et dont le crayon fait partie, quoi. Et puis en fait, c'est l'association du crayon et du fait de travailler sur la porcelaine et du fait de faire du figuratif. Parce que par exemple, une très bonne copine, Charlotte Talbot, Talbot qui a Super Ceramics, elle travaille aussi avec les crayons d'oxyde. Mais voilà, elle fait des patterns et du coup, on est encore sur un autre registre. Et du coup, je trouve en fait aussi tout ce que ça nous offre, quoi. Oui, et elle a su créer aussi sa patte. Elle, ça a été tous les traits, voilà, en gros les quadrillages qu'elle a travaillé. Elle a créé sa patte là-dessus. Et donc vous allez explorer deux façons différentes d'utiliser le crayon oxyde. Euh, Alors voyons voir. Il y a une petite Ah, coupure, hein. désolée. Ça revient. Ok. Donc, on va passer aux petites questions qui sont arrivées. On commence déjà à avoir des petites questions techniques. La première, c'était sur la chamotte. Est-ce que le fait d'utiliser de la porcelaine chamottée pourrait aider à mieux tenir les pièces dans les cuissons? Et est-ce que tu utilises des pièces en porcelaine dans les cuissons au bois? Ouais, alors du coup, et là, alors, pour parler de cette cuisson au bois, pour le moment, il y en a eu qu'une.
Il y en a eu qu'une. Alors, attendez, je dois répondre à un message urgent. Ça va me prendre 3 secondes. Ok. Donc, du coup, ce four à bois. Donc, j'ai eu la chance de participer à à une cuisson au feu de bois. C'était ma toute première cuisson, on va dire en autonomie, parce que à l'école du Perret, donc ils ont un four à bois. Ils ont un four à bois et donc on a pu faire des pièces pour ce four à bois. Et d'ailleurs, j'en ai quelques-unes ici. Euh, Si vous voulez, je peux aller la chercher et vous montrer le résultat. Ouais. C'était une cuisson de porcelaine dans un four à bois. Ouais, c'est ça. Trop bien. Donc là, c'était une toute première pièce donc qui est en porcelaine tournée et qui a été cuite à Duperré. Et donc moi, j'aimais beaucoup là tout ce rendu un petit peu moucheté, des cendres, un peu rosé sur certains endroits. Et donc j'avais un peu gardé ça en tête. Donc je m'étais dit bon bah je vais travailler avec de la porcelaine et non émaillée parce que là c'est pas émaillé. Et donc je me suis lancée dans la production de ces pièces-là pour le four à bois qui a eu lieu en septembre, je crois. Voilà. Et les pièces, en fait, moi j'ai l'habitude de faire des pièces quand même qui sont très fines. Et le four à bois a pas, enfin la porcelaine, les pièces n'ont pas supporté. Ah, Elles ont pour la majorité cassé, mais cassé je sais pas moi, 3 heures après la sortie du four, quoi. d'accord. On a vraiment attendu que le four soit à température. En plus, il est dehors, donc les pièces étaient un peu dans le froid, etc. On les a sorties et en fait, c'est quand je les ai ramenées à l'atelier et je les ai manipulées. En fait, elles étaient fissurées de partout et le fait de les prendre, de les manipuler, il y en a pas mal qui se sont cassées, quoi, malheureusement. T'as trouvé une solution, t'as trouvé une réponse plutôt à ce problème. Comme tu disais là, la chamotte, hein, ça aurait été bien. Moi, j'ai pas travaillé avec une porcelaine chamottée. Franchement, j'y suis un peu, enfin, je sais pas. En plus, on était un peu pressés à ce moment-là. On a assisté. En fait, j'ai pris ma production de base et que j'ai émaillée avec un céladon et pour voir un peu le résultat. Et puis je me suis dit bon, bah, on verra ce qui sort de ça. Et c'est pas sorti au top. Mais par contre, si c'était à refaire, je prendrais toujours de la porcelaine quand même, mais je ferais des pièces beaucoup plus épaisses et avec de la chamotte. Euh, voilà. Et puis là, en fait, l'erreur que je pense que ça fait partie des nombreuses erreurs. J'ai émaillé que l'intérieur en céladon pour avoir l'extérieur avec tous ces effets de flamme. Et en fait, ça a fait des tensions. Ouais. Oui. Voilà. Bon. Allez, essayer. Voilà. Justement, t'as les deux pistes. Si tu fais une pièce un peu plus épaisse, déjà, ça pourrait être cool. Bah, en tout cas, on s'est dit que du coup, j'ai eu la chance de faire ça avec mes meilleures amies, Charlotte Talbot, Super Ceramics donc et Top Top, donc Marie et Lucas, et Benoît Auduro. Et ce sont de très bons amis. Et du coup, c'était aussi un moment franchement super. Et si jamais ça intéresse des gens, sachez que Top Top et Super Ceramics ont fait des vidéos et des réels, et notamment sur YouTube. Il y a une vidéo de Super Ceramics qui retrace notre aventure au Fuilet. Du coup, le Fuilet, c'est le nom du village où on a eu l'occasion de faire cette cuisson au feu de bois. Et franchement, non seulement c'est marrant, mais en plus, on voit, je trouve, la réalité de ce que c'est que d'enfourner, de ce que c'est que de préparer les pièces, etc. Voilà. Bon, ben, top. Ok. Donc, on va revenir sur le crayon à oxyde. On a eu d'autres questions là-dessus. Il y a plusieurs types de crayons à oxyde. Des crayons à oxyde qui vont tenir la basse température, des crayons à oxyde qui vont tenir la haute température. Lesquels tiennent la haute température, lesquels tiennent uniquement la basse température? Alors, moi, je travaille avec un seul crayon, c'est le Obyceram, le bleu cobalt classique. Je crois que le numéro, c'est 120 ou 109. C'est vraiment le bleu de cobalt Obyceram. Ils sont... Pas souvent, il n'y a pas la mine qui se casse quand même régulièrement. Alors, bah, justement, tout à l'heure, je voyais dans les questions comment on fait pour tailler. Moi, j'utilise un cutter et j'y vais vraiment très lentement. Donc, ça prend du temps.
parfois la mine, elle se casse. Donc je garde ces mines-là et j'en ferai un jour quelque chose. Mais aussi, à chaque fois que je taille, on perd quand même pas mal de matière et donc j'essaie de tailler au-dessus d'un petit pot pour recueillir toutes ces petites, tous ces petits fragments de cobalt. J'avoue, je le fais pas tout le temps. Il y a des fois, j'ai un peu la flemme et j'en perds quand même pas mal, ce qui est dommage. Mais pour tailler, moi, je conseille vraiment d'avoir un cutter avec des lames neuves. Ok. Ouais. Bon. Quand la mine qu'on veut, c'est vrai que moi, pour la plupart, enfin, j'essaye quand même d'avoir une mine qui est assez fine. Mais ça dépend du type de dessin qu'on veut faire. Par exemple, là, pour ce genre de dessin, c'est vrai qu'il faut une mine quand même assez fine. Puis après, dès que j'arrive sur des gribouillis comme ça, je m'en fiche un peu plus que la mine, elle soit plate ou pas. Voilà, mais ouais, ça demande quand même de tailler régulièrement le crayon. Ok. Quelles sont les couleurs qui tiennent la haute température, tu sais? Alors, j'en avais testé pas mal, et d'ailleurs, j'en ai une de tasse là, que j'avais faite. Elle est où? Elle est là. Attends, je vais la chercher, parce que ça peut être intéressant. Hop. Là, j'ai une pièce comme celle-ci. Donc, on a le bleu de cobalt là. Je sais pas si tout le monde voit bien, mais là, on a le bleu de cobalt. C'est celui que j'utilise, le basique. Là, on a Cette pièce, tu l'as fait cuire à quelle température? toujours 1280 degrés. Ok. Ouais. Et après, là, il y a du vert, du bleu clair et du jaune. Mais alors, le jaune, enfin, je sais même plus où est-ce qu'il est. Là, de jaune autour. Ouais, il est hyper léger, quoi. Mais voilà, ça a cramé. Et honnêtement, c'est une erreur d'avoir mis du jaune parce qu'on dirait que c'est sale. Ça donne ce côté un peu sale. Donc, en fait, à haute température, pour moi, il y a que le vert sombre, le bleu. Parce que généralement, tout type de bleu peut tenir. Après, c'est vrai que le bleu clair, comme ça, il tient un petit peu moins bien. Et le noir, ça tient aussi très bien. Tout ce qui va être couleur sombre, et plus les couleurs vont être brillantes, par exemple le rose, sur cette pièce-là, je crois que j'avais essayé de mettre du rose dans la main. Ouais. Ça te paraît quand même mal. Il n'y a rien du tout. Donc, en fait, il faut travailler avec ces crayons-là. Si on veut garder des couleurs très brillantes, il faut travailler en basse température, donc avec de la faïence. Sinon, surtout grès, parce que là, l'avantage de la porcelaine, c'est que ça fait quand même ressortir les couleurs. Si on travaille avec du grès, ouais, T'as le bleu, le noir et le vert. ouais, c'est ça. Ok. Comment tu fais pour garder un décor crayon à oxyde qui soit propre? Parce que ton crayon à oxyde, tu le poses sur une pièce biscuitée. Et comment est-ce que tu fais pour garder un décor propre et qui ne baffe pas une fois que tu poses l'émail? Alors déjà, pour être vraiment 100% honnête, 90% du temps, les dessins sont nets. Mais ça m'arrive d'avoir des pièces avec des bavures. Pour ça, enfin, en tout cas, de mon expérience, pour moi, il y a deux situations. Soit l'émail est trop épais et posé trop épais. Par exemple, là, sur ce type de pièces, des pièces comme ça, là, je sais pas si on voit, plates. En fait, l'émail, comme il reste plat et ça va pas snapper, ça peut faire une couche d'émail qui est un peu plus épaisse, qui va pas bien snapper et bien s'équilibrer sur la pièce, mais ça va rester vraiment en surface. Ça peut faire donc une couche d'émail trop épaisse et donc en fait c'est plutôt un effet visuel. Ça va faire flouter la mine du crayon parce que en fait c'est comme si on met une trop grosse couche de verre et donc ça vient par effet d'optique en fait donner un côté un peu plus flou au crayon. Donc il y a ça, c'est la pose de l'émail. Et sinon la qualité de la couverte, donc la qualité de l'émail transparent, ça change tout. Moi, ça m'est arrivé de parfois changer de couverte transparente et de travailler avec une couverte un peu moins chère ou voilà. Franchement, il faut faire des tests et il faut trouver la bonne couverte. Moi, je travaille avec une couverte transparente basique qui vient de chez Ceradel. C'est vraiment la couverte classique 1280 degrés. Ça marche autant pour le grès que pour la porcelaine. Voilà, donc une bonne couverte transparente. Puisque parfois, c'est vrai qu'on m'a pas mal posé la question. Parfois, il y avait des gens qui me disaient, mais moi, mon dessin, il coule.
Je comprends pas pourquoi il y a tout le pigment qui coule et je pense vraiment que c'est la qualité de la couverte. Et sinon, la cuisson. Il faut que la cuisson, par exemple, quand mes cuissons étaient trop lentes ou un petit peu sous-cuit, bah là, le dessin, il vient baser, quoi, complètement. Ok. Ah ouais, c'est intéressant. Et tu prends quoi comme densité pour ton émail? Je sais pas. Non, mais Là, c'est Joe qui a. je fais à l'œil, quoi. Enfin, je mélange. Si je trouve que c'est trop pâteux, enfin, c'est terrible, hein. Franchement, je suis pas une très bonne technicienne. Mais en fait, je mélange et si je trouve que c'est trop pâteux et que quand je plonge la pièce, en fait, c'est vraiment une histoire de ouais, d'avoir fait des erreurs et de se dire, ah ouais, non, là, c'est vraiment trop pâteux. Et honnêtement, comme j'essaye, de garder quand même l'émail le plus longtemps possible, je mets le plus d'eau possible jusqu'à ce que, voilà, faut quand même que ça soit bien et qu'il y ait une bonne couche d'émail. Mais je vais à la limite quand même pour avoir quelque chose de liquide pour pouvoir émailler le plus de pièces possible, tout en ayant une bonne couche d'émail. Et de toute façon, d'expérience, c'est vraiment plus la couche d'émail elle est fine et plus le crayon il va tenir et il va avoir ce côté net. Ok. Ok. Et donc, quelqu'un demandait comment est-ce que tu poses ton émail? Eh ben, je pars trempage. Je prends mes pièces comme ça, comme ceci. Je prends une louche, je mets une louche dans le contenant, et là, je viens tourner autour du bol. Enfin, je viens tourner le bol pour napper l'intérieur, et après, directement, je plonge comme ça. Et admettons, si la surface, elle est là, je viens plonger jusqu'à la hauteur des doigts. Et donc, j'ai toujours un petit, j'ai un centimètre paillé, Ouais. quoi. Après, ça dépend des pièces. Là, celle-ci, elle est complètement mate à l'extérieur. Et en fait, moi, j'adore quand les pièces sont mates et un peu rêches. Sauf que à la vente, il y a pas mal de personnes qui m'ont dit: «Ah ouais, mais j'aime pas cette sensation», et du coup, je me suis dit: «Bon, bah, puisqu'il faut en vivre et que j'ai envie de vendre mes pièces, je vais émailler l'extérieur». Je vais complètement émailler l'extérieur. Voilà, donc par exemple, cette pièce-là, elle est émaillée. Elle est émaillée, ah ouais, non, là, elle est émaillée jusque-là. Ça fait partie des anciennes pièces que j'émaillais que jusqu'ici. Mais maintenant, là, j'ai cette pièce-là, par exemple. Cette pièce-là, elle est je pense on peut voir, elle est émaillée. Il y a Ouais, que au pied, quoi. T'as que le pied t'avais que le pied que tu te sens. ouais, parce que, en fait, c'est une demande, je pense, générale, c'est une demande générale, quoi. Ok. Et comment tu fais pour tenir tes pièces, justement, pour ne pas que tes doigts touchent? Parce que dès que les doigts touchent le crayon oxyde, ça bave aussi, non? Ouais, alors ça, j'avoue, c'est le côté très contraignant. Heu, bah, franchement, j'essaie de faire attention et puis en fait, ça m'arrive, hein, de mettre les doigts sur le crayon, juste je les bouge pas, je viens pas frotter à la surface et une fois que j'ai enlevé mes doigts du bol, je viens les essuyer. Je viens essuyer au maximum pour pas avoir de poudre bleue parce que c'est vrai que si, en fait, on a de la poudre bleue et qu'en fait on décale, on va faire des traces de doigts partout. Donc en fait ça, à chaque fois que je manipule les pièces et que par malheur j'ai touché le crayon, je viens essuyer les mains sur mon tablier ou quoi. Enfin mon pantalon, je mets pas de tablier, je sais pas pourquoi je dis ça, mais donc voilà. J'essaye de pas faire balai de dessin, mais en fait c'est une habitude, c'est au fur et à mesure on sait comment faire. Et quand j'animais des cours avec cette technique-là du crayon et que les gens venaient émailler eux-mêmes leurs pièces, c'était souvent quelque chose qui revenait, qui me disait: «Non mais attends, mais là on peut pas, on va mettre le doigt sur le dessin, ça va venir faire baver». Je disais: «Bah oui, vous êtes obligés, surtout si vous avez fait des dessins, gros et qu'il y a beaucoup de crayons, des zones vraiment entièrement crayonnées, vous allez forcément mettre les doigts sur la partie crayonnée et juste, bah, du coup, ça demande juste de faire attention, quoi». Ouais, fais attention. Et est-ce que quelquefois tu vois que la couverte et tout peut faire changer la couleur de ton crayon à oxyde? Ça, Non, ça, c'est jamais arrivé. S'il y a une couleur, moi je travaille avec, Hobby Céram et je crois qu'il y a une autre marque, pendant un temps avec laquelle je travaillais et le bleu était un peu plus foncé, mais ça, c'est vraiment juste dû à
Oui, la marque. Clairement dû à la marque, hein, ouais. Ça se voit direct, en fait, en crayonnant. OK. Donc, toi, tu fais quand même pas mal de dessins. Ces pièces, elles sont quand même assez complètes. Comment est-ce que tu fais pour réfléchir à ces dessins? C'est pour, je sais pas, qui prennent leur place sur ta pièce, tu vois, que ce soit quand même bien homogène. Est-ce que tu travailles direct d'un coup et tu traces tout au crayon oxyde? Est-ce que tu fais ton dessin au préalable, je sais pas, au crayon papier? Comment tu fais? Alors non, j'y vais d'un coup. En fait, l'idée, elle est venue quand je me suis lancée en 2019-2020. J'avais mis sur Instagram un petit sticker ou une question en disant, bah voilà, j'ai pas trop d'idées, je sais pas trop quoi dessiner. Qu'est-ce que vous aimeriez voir sur les pièces, sur les tasses? Et là, il y a vraiment plein de gens qui m'ont envoyé plein d'idées. Et enfin, mon but, c'était de tous les dessiner, de dessiner toutes les idées de tout le monde. Et donc, sans trop de complexe, quoi, sans me dire, oh, j'aime pas, j'aime ci, j'aime ça. Juste, je fais. Il y avait des grenouilles, il y avait beaucoup d'animaux évidemment. Et en fait, l'idée, c'était d'y aller vraiment comme si c'était un carnet de croquis et sans trop me dire il faut que la pâte elle arrive en bas, machin, les oreilles. Enfin, vraiment, j'y allais d'un coup, quoi. Euh, pour garder, enfin, ne pas trop me prendre la tête. Parce que si je commence au crayon de bois à me dire ah, attends, il faudrait que ce soit comme ci, comme ça sur la tasse, ça, enfin, en fait, je vais pas aimer. Enfin, ça va me gonfler, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment d'y aller d'un coup, sans croquis au préalable, faire les choses assez spontanément, quitte à ce que je sois pas fan, quoi. Ça, c'est pas grave. Il faut dessiner, il faut faire les choses, même si à la fin le résultat il est pas top. C'est pas très gênant, quoi. Donc il y a plein de tasses qui sont sorties de là du four dont j'étais pas fan. Mais bon, ça a le mérite d'exister, quoi. Donc non, pour répondre à cette question, c'est vraiment en y allant d'un coup, quoi. Et Voilà. quand tu trompes Ah, avant de aimer, par contre, il y a des fois, c'est vraiment trop laid à mon goût. Il y a des fois, vraiment pas beau. Et parce que quand même, c'est beaucoup du figuratif. Et il y a des chiens, il y a des chats, et parfois, il y a des visages où vraiment, je le sens pas. Et du coup, là, on peut gommer. Donc ça, c'est vraiment chouette. On peut gommer quoi, toi? Tu gommes avec quoi, toi? une gomme classique. C'est toujours la même depuis des années parce qu'en fait, j'essaye de gommer le moins possible. Donc, pour garder quand même ce côté un peu spontané, j'évite de gommer. Et donc, ouais, une gomme franchement classique, hein. Je ne pourrais même pas te dire la marque parce qu'elle est complètement défoncée, mais c'est même un tout petit bout de gomme et, avec un coin un petit peu, tu vois, je sais pas comment dire, mais c'est pas une grosse gomme, quoi. Et en fait, ça me permet d'aller en détail. Et comme je fais des traits, de gommer juste des petits morceaux de traits, si tout d'un coup ça va pas, quoi. Ok. Bon, ben, ça marche. Bon, ben, en tout cas, bravo, hein. Je pensais te dessiner des trucs à vous. Hein, Ah, oui, oui, alors, mais il y en a, pareil, quand les gens venaient prendre des cours, je propose toujours des crayons de bois en disant, voilà, si vous avez juste besoin même de faire des petits repères en vous disant ça vous rassure et tout, faut y aller au crayon de bois avant pour se rassurer. Mais c'est juste que, moi, après, ça peut vite me prendre la tête si je commence à faire en crayon de bois. Après, je me dis, mais en fait, là, Louise, t'es en train de passer des heures sur une tasse que tu vas vendre à 35 balles. Et en fait, c'est pas possible de vivre d'un métier si on commence à tout le temps se poser trop de questions, quoi. Enfin, moi, j'ai besoin, en fait, que ça avance au bout d'un moment et voilà. bon, ben, c'est très bien. Aujourd'hui, donc, est-ce que tu vis de la céramique? Oui, j'ai la chance de vivre de la céramique. Ouais. Oh, ben, ça, c'est super. Et à quoi ressemble une de tes semaines? Alors, je sais que c'est une question qui est compliquée parce qu'on va me dire, mes semaines, elles se ressemblent jamais et c'est un peu le but de ce métier. Mais est-ce que tu as des semaines? Alors oui, enfin non, j'ai pas des semaines types, hein. Enfin, je pense comme tu disais, comme la plupart des céramistes, il y a quand même dans ma semaine des points importants. Il va y avoir quand même une demi-journée consacrée au colis. Il y a des gens qui font des commandes à des moments différents, donc ça peut être tout d'un coup le lundi matin, le vendredi matin, je vais dédier vraiment la confection des colis.
Et donc voilà, en fonction de si j'ai beaucoup de colis ou pas beaucoup de colis, ma matinée elle va être remplie ou pas. Voilà. Euh, Après, ce qu'il faut savoir, c'est que j'anime des cours aussi. Ça, c'est franchement, ça me permet quand même d'avoir une certaine sécurité financière. Voilà. Et donc le lundi après-midi, j'anime des cours à l'atelier RUM à Nantes, dans le centre de Nantes. On est pas mal de céramistes à animer des cours là-bas. C'est Juliette qui tient l'atelier. Et donc moi, j'ai l'habitude d'y travailler le lundi après, mais le lundi soir. Donc tu vois, ça déjà, ça cadre ma semaine, dans le sens où il y a les cours le samedi dans mon atelier et le lundi soir euh, Ah oui. dans Nantes. Voilà. Voilà, et puis après, disons qu'il y a toujours une journée. Le mardi, souvent, c'est de la production. Je vais essayer soit de modeler plein de tasses. Donc, j'arrive le matin et j'ai vraiment ça en tête. Et après, ou alors du dessin. Pareil, une journée complète que de dessin. Et comme ça, je sais que je suis productive et j'essaye. Mon gros défaut, c'est que je m'éparpille parfois un peu. Et du coup, je peux vite me dire, attends, j'avais ce truc-là auquel il fallait que je réponde et tout. Puis à la fin, la journée, elle est passée et j'ai un peu brassé des vents. Ça, c'est un peu difficile quand on n'est pas hyper organisé et ça fait pas partie de mes grandes qualités d'être très organisé. Donc j'ai besoin de journées comme ça où en fait je fais de la prod et en fait peu importe, c'est mon urgence quoi. Et si on m'appelle ou quoi, je réponds pas. Voilà. Et puis après, ouais, le mardi souvent c'est de la prod et puis je vais essayer de dédier parfois une matinée à répondre aux mails. Essayer ouais d'aller sur la boutique en ligne, ouais, voilà tous les trucs un peu administratifs, voilà, il va y avoir une demi-journée consacrée à ça. Mais en fait, je fais beaucoup au jour, enfin pas au jour le jour, mais par exemple le lundi, je vais me noter pour le mardi tout ce que je dois faire. Le mardi, je vais noter le mercredi. Tu vois, j'ai pas trop de rétro-planning. Donc, ce qui fait que les semaines, en fait, elles se déroulent vraiment un peu dans je fais ce qui doit être urgent, enfin, ce qui doit être fait absolument aujourd'hui, quoi. Voilà. C'est pas mal. Donc, voilà. Au moment, je m'en sors comme ça, mais c'est vrai que moi, c'est une manière de faire assez organique que j'aime bien, mais bon, en soi, c'est pas hyper productif, du coup, quoi. Mais bon. Après, je pense, comme beaucoup de céramistes qui sont sur Instagram, je perds pas mal de temps sur les réseaux et Instagram, et du coup, ça, c'est vrai que c'est un vrai problème parfois enfin, bon, voilà, on pourrait. Et tu dirais que tu perds du temps à quoi? À faire ton contenu ou à publier ou à regarder ce que font les autres? Faire du contenu, publier, répondre aux gens, je le vois pas comme une perte de temps. Mais malheureusement, en fait, comme c'est aussi une application de divertissement, ben c'est moi, j'y vais pour le travail à la base et puis je dérape dans du divertissement et alors là, ça peut, franchement, c'est catastrophique, quoi. Bon, mais pour finir l'interview, est-ce que tu pourrais nous partager 3 livres d'inspiration, 3 films qui t'inspirent, voilà, qui t'accompagnent dans ton processus créatif? Ouais, carrément. Eh ben, alors déjà, la semaine dernière, j'ai vu un film qui est top et qui m'a vraiment, enfin, plu, quoi. Et je le conseille à tout le monde. Ça s'appelle, alors, mon accent va être sûrement pourri, mais ça s'appelle Riddle of Fire de Weston Rasouli. Voilà, j'ai adoré et ça fait partie un peu ça parle de l'enfance, etc. Donc j'aime bien cette thématique-là. Puis après, de manière générale, j'aime bien lire des BD et un peu m'inspirer du côté un peu cartoon, voilà, aller chercher des petits personnages par-ci par-là. Donc ça peut se faire pas mal dans la BD. Euh, voilà. Et puis sinon, alors, j'aime bien regarder des films. Mais moi, je suis une grande fan aussi de l'univers c'est une youtubeuse américaine qui s'appelle Emma Chamberlain. Et pendant longtemps, j'ai regardé ses vidéos parce qu'elle a un ton pour s'exprimer qui me plaît beaucoup et j'essaye de retrouver un peu un ton spontané comme ça aussi, quoi. Voilà. Mais top. Mais je regarderai, franchement, j'en connais aucun des deux. Ouais. Donc, bien, je regarderai ça. Bon, mais top. Eh bien, merci beaucoup, Louise. Merci à tous d'avoir écouté. Franchement, on était pas mal aujourd'hui. Donc, il y a eu pas mal de questions. Je crois que tout le monde était ravi. Et pour tout ce partage. Merci beaucoup, franchement. J'ai aucune idée de comment. Enfin, c'est la première fois que je fais un live, donc
je savais pas trop où regarder. Je sais pas trop s'il y avait des gens, enfin, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient envoyé quelques questions. J'espère que ça a été clair. On a répondu à peu près, j'ai essayé de reprendre la majorité. Et puis sinon, là, j'ai vu, il y en a certains, il y a Audrey qui a répondu à droite, à gauche, ils se répondent entre eux, donc c'est top. Merci beaucoup. Bah, merci beaucoup pour cette invitation. Et puis, je voulais juste rajouter un dernier petit mot. Donc là, bah, merci. Et puis aussi que je suis super contente de faire partie un peu de cette grande famille des céramistes parce que c'est un milieu où je trouve les gens sont sympas. Et ça, c'est hyper important de traîner dans des groupes et quand on fait des marchés, de rencontrer des gens qui sont sympas. Et voilà, j'ai juste ton... Ouais, mais franchement, sur ça, je suis d'accord avec toi. Tu vois, nous, même quand on va sur des marchés ou là, on a été sur un marché pour interviewer les céramistes et tout, on a toujours été, tu vois, super bien reçus. Même les céramistes qui viennent ici, tu vois, c'est cool. Donc, je suis Trop bien. bon. Et bien sur ce petit mot de la fin, je vous dis à tous bon appétit, bonne journée. Et n'oublie pas de t'abonner pour retrouver toutes nos vidéos, nos tutos et nos podcasts.